Bien, merci, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous venons de tenir notre première réunion du comité de politique monétaire au titre de l'année 2026. Et donc après cette réunion, le comité, à l'issue de cette réunion, le comité de politique monétaire a décidé de baisser ses taux directeurs de 25 points de base. Donc le taux des appels d'offres passe donc de 3,25% à 3%. Et évidemment, c'est le principal taux directeur. Et le taux de prêt marginal également est ajusté à la baisse. Conséquemment. Alors, comme à l'accoutumée, pour arriver à ces décisions, le comité de politique monétaire fait le point de la situation récente sur la base des informations récentes, des dernières informations statistiques, des données qui sont reçues, l'analyse qui est faite, et également examine également les prévisions et les perspectives à court terme et dans quelle direction l'économie de la région s'oriente, évidemment dans un contexte global de l'économie internationale. Et donc c'est sur la base de l'analyse de toutes ces informations que le comité prend la décision donc sur l'orientation de la politique monétaire donc qui doit impulser donc le secteur bancaire notamment et bien sûr l'économie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, qu'est-ce qui a été noté? D'abord, au plan international, deux éléments importants, c'est que la croissance se maintient au niveau international. D'après le Fonds monétaire, on devrait avoir une croissance en 2020, fini l'année 2025 avec une croissance de 3,3%. Et cette croissance devrait se poursuivre en 2026, pratiquement au même taux. Donc ça donne un peu une indication du niveau de l'activité économique. Et au niveau de l'inflation également, d'après les informations communiquées par le Fonds monétaire international, l'inflation est orientée à la baisse dans pratiquement tous les pays dans le monde. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, il y a une inflation qui baisse. Et donc ça, c'est, je crois, les premières informations qui sont donc prises en compte. Et puis en examinant de manière plus approfondie l'évolution de l'économie dans notre région, il y a plusieurs éléments quand même qui ressortent. D'abord, la croissance économique. La croissance économique dans notre région reste très soutenue. En 2024, on a terminé avec une croissance autour de 6,4%. Et en 2025, on vient de finir l'année 2025, puisque bon, les informations de 2025 donc sont en train sont là. On a une croissance qui est encore plus forte, 6,7% en 2025 dans notre région. Et cette croissance, elle est soutenue par plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, la campagne agricole a été bonne dans pratiquement toute la région, une croissance de plus de 8%. Ensuite, nous avons les secteurs manufacturiers, le secteur des services qui sont en croissance, mais on a les hydrocarbures qui sont aussi en croissance. Aujourd'hui, si on prend 2025, dans la région, la production pétrolière a augmenté de plus de 30%. On a atteint pratiquement 256 000 barils jour de production pétrolière. Et donc, ça veut dire que, évidemment, la production de pétrole dans la région qui est faite par le Niger, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Donc, cette production est en hausse. Donc, si vous prenez l'agriculture, les services, les mines, notamment avec l'or et le pétrole, évidemment, tout ça soutient la croissance économique. Et donc, la consommation est donc assez dynamique et on voit qu'au niveau des investissements, notamment des investissements publics, il y a une forte augmentation, pratiquement autour de 10%. Donc tout ça évidemment pousse la croissance de la région. Donc ça, c'est le premier constat qui est fait. Le deuxième constat, c'est l'inflation, l'augmentation des prix, puisque c'est vraiment le mandat principal du comité de politique monétaire, c'est de surveiller les prix. L'objectif, c'est vraiment amener l'inflation dans notre cible
la cible de la Banque centrale qui est de 1 à 3%. Alors, ce qui est ressorti donc des dernières informations qui ont été reçues, c'est que on a eu une inflation en 2024 de 3,5% et l'inflation a continué à baisser et on a fini l'année 2025 pratiquement avec une inflation nulle, 0%. Donc c'est quand même assez c'est important, c'est une baisse de l'inflation. On a connu même en novembre et en décembre des taux d'inflation négatifs de 0,8%. Et donc, voilà, donc c'est une inflation qui est même en deçà de notre cible. Et alors, qu'est-ce qui explique cette baisse de l'inflation dans notre région? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, premièrement, les prix des produits alimentaires qui sont importés, puisque nous consommons beaucoup de produits alimentaires qui sont importés, et ces prix-là ont baissé. Le riz, on importe beaucoup de riz dans notre région. Le prix du riz a baissé de presque plus de 30%. On importe beaucoup de sucre dans notre région. Le prix du sucre importé a baissé de plus de 30% également. On importe aussi beaucoup de lait. On consomme beaucoup de lait importé. Le lait également, le prix du lait a baissé plus de 10%. Donc ça, évidemment, ça a impacté l'inflation dans notre région. Ensuite, on a eu la baisse des produits énergétiques, des produits pétroliers, parce qu'on est toujours importateur net de produits pétroliers, même si, comme je l'ai dit, la production augmente. Et donc, tout ça a impacté l'inflation. Et puis, il y a eu la bonne campagne agricole que j'ai évoquée. J'ai dit que la campagne agricole était bonne, les marchés étaient bien approvisionnés en produits locaux, produits agricoles locaux. Donc, tout ça a joué sur la baisse d'inflation qu'on a notée. Et il faut aussi indiquer que plusieurs pays ont mis en œuvre des mesures pour faciliter l'accès à la production, à la sécurité alimentaire dans certaines régions qui étaient des régions fragiles. Donc, il y a eu des ventes de produits à des prix subventionnés, même parfois des distributions gratuites de céréales dans certaines régions. Donc si vous prenez l'impact des prix importés alimentaires, la bonne campagne agricole, le fait que certains pays ont mis en œuvre des programmes pour soutenir les franges de la population à faible revenu, évidemment tout ça a entraîné une baisse de l'inflation. Et c'est pour ça qu'on est arrivé en 2025 avec un taux d'inflation nul, 0%. Nous pensons qu'en 2026, on devrait revenir dans la cible, donc avoir un taux d'inflation autour de 1,5%. Donc, inflation en baisse. Maintenant, le troisième élément qui a également été pris en compte dans l'analyse du comité de politique monétaire, c'est le commerce extérieur, nos échanges. Et là également, il y a eu des évolutions qui ont été notées. Le solde de nos échanges, ce qu'on appelle un peu notre compte courant extérieur dans le jargon des économistes, mais c'est nos échanges de biens et services essentiellement. Ça s'est beaucoup amélioré. Le déficit s'est fortement réduit et ça s'est réduit pour deux raisons essentiellement. La première raison, j'ai évoqué un peu, la production des hydrocarbures, donc les exportations ont augmenté. La deuxième raison, c'est que les termes de l'échange se sont fortement améliorés. Le prix de l'or, en 2025, le prix de l'or, le prix du cacao, le prix de la noix de cajou, évidemment, ont fortement augmenté. C'est vrai que pour le cacao, en 2026, début 2026, on a noté une baisse des prix du cacao de près de 18%. Mais en 2025, il y a eu une hausse des prix du cacao. Donc, les termes de l'échange, l'augmentation de la production de produits pétroliers, tout ça fait que, évidemment, nos échanges, le solde de nos échanges s'est fortement amélioré et les États ont continué à mobiliser des ressources à l'extérieur également et tout ça a renforcé
donc le solde de nos échanges avec l'extérieur, notre balance de paiement, comme on dit. Et donc, ça a entraîné donc, un renforcement de notre position extérieure. Et ça, c'est un élément quand même qui est important parce que on a noté, comme je l'ai dit, une forte amélioration de la situation extérieure, la position extérieure de notre Union. Et nos réserves aujourd'hui ont augmenté et couvrent jusqu'à plus de 7 mois de nos importations de biens et services. Donc nous sommes dans une position très confortable. D'ailleurs, c'est vraiment en termes d'amélioration, c'est vraiment la meilleure position que nous ayons connue depuis pratiquement 4 ans, où nous avons eu beaucoup de tensions. Mais aujourd'hui, notre position de réserve est très confortable, c'est fortement amélioré. Donc, quand vous prenez la croissance économique, l'inflation, les échanges extérieurs, le solde de nos échanges extérieurs, la liquidité bancaire qui s'est fortement améliorée. Aujourd'hui, les banques sont très liquides. Quand vous prenez tout ça, dans un contexte où les États continuent à faire des efforts sur la consolidation budgétaire, évidemment, la situation globalement donc, est meilleure que ce qu'on a connu il y a 1 an et encore meilleure par rapport à ce que nous avons connu il y a 2 ans. Et donc, c'est compte tenu de cette évolution globale à court terme, récente et à court terme, perspective, que le comité de politique monétaire a décidé donc de baisser les taux directeurs de 25 points de base. Ça va permettre de soutenir davantage le financement de l'activité économique, notamment du secteur privé. Même si les crédits faits par le secteur bancaire au secteur privé sont légèrement en hausse, autour de 5,4%, donc meilleur que ce qu'on a connu l'année dernière, mais avec cette baisse des taux directeurs, le crédit va devenir un peu plus accessible pour les opérateurs privés et les ménages, et donc ça va stimuler la demande donc, pour le crédit, et donc il va y avoir une hausse, en tout cas nous l'espérons, donc des crédits à l'économie, notamment au secteur privé. Donc voilà un peu pour simplifier, pour résumer donc les conditions, les éléments sur lesquels le comité de politique monétaire s'est basé pour arriver à cette décision de baisse des taux directeurs. Oui, effectivement, je pense que c'est une question qui est d'actualité parce qu'il y a on voit beaucoup de commentaires dans la presse et sur les réseaux sociaux sur la question du marché financier régional. Je crois que il faut noter que sur effectivement ce marché, les États mobilisent des ressources à travers des émissions de bons et d'obligations. Et les investisseurs, les principaux investisseurs, pour ne pas dire l'essentiel, sont les banques. Alors, évidemment, les États émettent parce qu'ils ont des besoins de financement, et ces besoins de financement proviennent des déficits budgétaires, des déficits publics. Et il ne faut pas oublier que nous sommes partis d'une situation où il y a 3 ans, les déficits étaient pratiquement autour de 8,5-9%. Donc c'était des déficits très importants. Et donc, alors pour financer ces déficits, les États soit mobilisent à l'extérieur ou mobilisent sur le marché financier régional. Bon, 2022, 2023, 2024, les conditions internationales étaient telles que les États ne pouvaient pas mobiliser à l'extérieur. Et ce n'est que vers la fin de l'année 2024 que les États sont retournés sur les marchés internationaux pour mobiliser soit des eurobonds ou d'autres ressources. Et donc, 2022, 2023, 2024, les États ont mobilisé fortement à l'intérieur. En 2025, le processus, même si plusieurs États sont revenus sur les marchés internationaux, certains États, bien sûr, n'ont pas pu aller pour des raisons spécifiques, particulières, et donc ces États
continuer à mobiliser sur le marché régional. Donc, quand on prend l'évolution globale des émissions, on voit que ces émissions ont augmenté. En 2025, globalement, si on prend le marché des titres de l'adjudication et la syndication, 2025, les émissions brutes des États est pratiquement à 15 000 milliards de francs CFA. Adjudication et syndication. Ouais. Alors qu'en 2024, on était autour de 9 400 milliards de francs CFA. Donc il y a une forte hausse. Alors, est-ce que le marché peut absorber? Bon, jusqu'à présent, il a absorbé. Donc déjà, il a absorbé. Si vous regardez les dernières émissions qui ont été faites sur le marché, les souscriptions ont dépassé les demandes. On a des sursouscriptions qui sont autour de 120, 125, parfois même 130%. Donc le marché, aujourd'hui, absorbe. Et dans mon intervention un peu plus tôt, j'ai dit qu'avec l'amélioration de la position extérieure de l'Union, nous avons une position beaucoup plus forte. Et cette position plus forte se traduit également par une liquidité abondante. J'ai dit, il y a quelques instants, que les banques sont très liquides, que le marché est liquide. Il y a de la liquidité. Donc, forte position, meilleure position extérieure, amélioration de la liquidité. Et donc, on voit aujourd'hui que les émissions qui sont faites sont sur-souscrites. Mais ce qui est important, c'est que, je l'ai dit, les États sont engagés dans un processus de consolidation budgétaire. En 2022, on était autour de 8,5% de déficit. Aujourd'hui, le déficit est en dessous de 4%. Donc, les déficits baissent. Donc, cette conjonction donc, de baisse de déficit et d'amélioration de la liquidité fait que nous pensons que le marché peut, évidemment, si les choses restent en l'état, le marché pourra absorber, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a un élément sur lequel on doit être très attentif, c'est que la dette dans la région reste encore très élevée. La dette de la région, si on prend le ratio dette sur le PIB, c'est plus de 63%. C'est beaucoup. Le service de la dette est encore très élevé. Donc il faut qu'on arrive progressivement à baisser et la dette et le service de la dette sur les recettes fiscales pour qu'il y ait moins de tension sur le marché. Parce que si la dette ne baisse pas et que la demande sur le marché continue à augmenter, bien sûr, il peut y avoir des tensions. Donc, c'est pour ça que je crois que les États ont déjà commencé à le faire, c'est-à-dire à baisser les déficits budgétaires afin de réduire la pression sur le marché régional. Mais pour le moment, le marché, sur la base de ce que l'on a vu, des résultats des différentes émissions qui ont été faites, le marché absorbe ces émissions-là. Bon, je crois que vous avez vous-même parlé d'incertitude. Bon, il y a 3 jours, bon, on a suivi des évolutions qui sont toujours en cours et qui affectent la géopolitique internationale. Et c'est pour ça que nous analysons au niveau du comité de politique monétaire. On commence toujours par l'évolution internationale et ses impacts, parce que ce qui se passe à l'extérieur a un impact sur nous. Aujourd'hui, on a vu la situation dans le Moyen-Orient il y a 3-4 jours, et nous sommes toujours en train d'analyser et de voir un peu comment ces choses vont évoluer. On sait que, on l'a tous appris, bon, le détroit d'Ormuz est quasiment fermé, donc quel va être l'impact? La production iranienne de pétrole également, bon, ne va plus être présente sur les marchés, même si les autres pays ont décidé d'augmenter leur production. Donc il y a beaucoup d'éléments, mais on ne peut pas encore dire de manière très claire et de manière précise quel va être
l'impact concret. On voit les orientations. Nous avons déjà commencé au niveau de la Banque centrale à intégrer dans nos modèles un peu certains éléments. Nous savons que si la situation perdure au-delà d'une certaine période, il va y avoir des impacts, notamment à travers les prix des produits pétroliers, à travers le coût des transports, le coût de la logistique, avec des risques sur le durcissement des financements extérieurs. Tout ça sont des éléments que, évidemment, nous suivons de très très près. Nous sommes vraiment en veille pour voir quel va être l'impact. Ceci étant, la situation 2026 dans l'Union devrait continuer à être solide. Nous avons prévu avec les États une croissance qui va être autour de 6,4%, donc sur la base des mêmes éléments que j'ai évoqués, l'agriculture, le secteur manufacturier, les mines, les hydrocarbures, les services. L'inflation, je l'ai dit, va revenir dans sa cible. Je pense qu'on va être autour de 1,5, 1,4, 1,5. Et le commerce extérieur va continuer également à se renforcer, même si, comme je l'ai dit déjà, on voit que les prix du cacao ont baissé, alors qu'en 2025, ils étaient quand même en forte hausse. Qu'est-ce qui va se passer avec les prix du pétrole? Bon, j'ai dit que ça, on suit de près pour voir donc ce qui va se passer. Mais en termes de croissance, en termes d'inflation, en termes de position extérieure, nous pensons que nous allons rester encore dans une bonne situation. Le secteur bancaire, la liquidité est toujours, comme je dis, elle est abondante. Les banques sont résilientes, sont solides. Aujourd'hui, nous avons à peu près dans l'Union 136 banques, à peu près 25 établissements bancaires. Mais l'indicateur clé pour la solidité du secteur bancaire, c'est le ratio de solvabilité. Et il est au-dessus de la norme. Donc ça, c'est un bon signe. D'après les premiers éléments qu'on a eus sur la situation des banques, elles devraient faire un bon bénéfice, un bon résultat. Bon, je ne vais pas l'annoncer avant qu'elle l'annonce elle-même, mais les éléments que nous avons, c'est que les banques vont sortir un bon résultat cette année, le résultat de l'année 2025. Donc ça veut dire que c'est si le secteur est résilient et solide, on a augmenté le capital minimum, et ça, la plupart des banques sont aujourd'hui pratiquement la plupart des banques en tout cas ont commencé en tout cas à respecter. Certaines l'ont déjà fait, d'autres sont un peu en retard, mais vont le faire. Donc, un secteur bancaire solide, résilient, qui est capable de financer l'économie parce qu'elle a un niveau de capitalisation suffisant, des ressources suffisantes. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. C'est pour ça qu'on reste très attentif à la santé du secteur bancaire. On voit que, comme je l'ai dit, les crédits à l'économie sont en hausse et les ressources des banques également augmentent. Donc ça nous donne l'assurance que les banques seront en mesure de jouer leur rôle, qui est de financer de mobiliser l'épargne et de financer les investissements, de financer l'économie. Voilà, donc sur 2026.